J'ai commencé vraiment à faire des livres en 1993 et je vais vous parler du premier livre qui s'appelle The Sublime Void. Vous n'allez pas vous rappeler, mais en 93, c'était à Anvers, capitale culturelle. Il avait mis en pied toute une équipe de jeunes gens autour d'Eric Antonis qui ont fait tout le programme de culture. Il y avait un jeune commissaire, Bart Cassiman, qui n'est plus actif maintenant parce qu'il est malade. Et il est arrivé chez moi pour me demander si je voulais faire un livre. J'avais fait quelques petits livres, mais pas rien d'important. Et c'est avec ce livre, pour la première fois, que j'ai appris vraiment ce qu'on pourrait faire avec un livre. Donc c'est un livre d'une exposition, une exposition d'artistes important dans les années 80. Quelques-uns, vous allez peut-être en connaître, Gerhard Richter, Juan Munoz, il y avait aussi des Belges, Jan Verkruijsen, Lili Dijuri, il y avait Baldessari et des gens comme ça. Ce livre est basé sur la problématique qu'il y avait donc les œuvres qui ne sont pas vraies, les œuvres sont reproduites dans le livre, donc ils représentent quelque chose. Et ça, c'est assez important dans le livre. De ce livre, on avait décidé, c'est un livre de texte. Donc, ce qui est dans le livre important ici, qui tient sa place, parce qu'en dehors du livre, le texte n'existe pas. Les reproductions, l'œuvre existe ailleurs, dans un musée, quelque part, ou dans une collection, mais on a dit, on va faire un livre de texte. C'est ce que ça veut dire. Normalement, un texte, ça se reproduit sur une page pas trop grande, avec des lignes pas trop longues, pour pouvoir lire bien. Normalement, on utilise un papier un peu blanc cassé, parce que le blanc cassé reflète moins la lumière et c'est plus doux pour lire. La typo, vous savez autant que moi qu'il y a des typos qui se lisent bien, il y a des typos sans sérif, il y a des typos sérifs. En général, les typos sérifs, pour les romans, les livres de texte, on utilise des sérifs. Donc ici, c'est le texte vraiment qui a décidé un peu comment on va faire le livre. Donc on a utilisé un papier couché, parce qu'il y avait quand même des images, mais c'est un papier couché bouffant. C'est un peu plus épais qu'un papier normal. C'est plutôt un touché comme un papier d'un livre de lecture. Il était un peu cassé, comme je dis, donc du blanc cassé. Et les images sont adaptées à ça. C'est un papier, ça s'appelle du Gardapat, ça existe encore, c'est un papier italien. Il accepte aussi l'image, qui s'imprime assez bien, parce qu'elle est quand même un papier couché. Mais avec ce ton un peu jaune, ça reste quand même un livre de texte. L'idée de ce livre, c'était que le commissaire avait dit, tiens, on va faire une sélection d'artistes et on va faire une sélection de textes qui déjà existent. Donc c'est une sélection de textes dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la philosophie, qui parlent des choses qui sont un peu similaires des thèmes que les artistes touchent. Donc chaque texte n'est pas une illustration d'une image, mais c'est comme deux couches. Tu pourrais regarder le livre à travers l'image et tu peux aussi passer le livre, t'arrêter sur un certain texte parce que c'était des extraits, donc des courtes parties, des fois de 2, 4, 5 pages. Et on a donc monté un rythme d'image, on a monté un rythme de texte et ils se croisent. Donc le texte fonctionne presque comme dans une exposition, comme un mur. Et à côté de ce mur, il y a une image. Donc le gris fonctionne presque comme un mur, comme un repoussoir de l'image. Des fois, on a opposé des images de différents artistes. Il y a Cristina Iglesias, une artiste espagnole, ça c'est René Daniels, un artiste hollandais, un peintre. Des fois, ça c'est Luc Tuymans, le peintre anversois, un texte de Peter Handke. Et on a monté, et de temps en temps, il y a des rencontres qui, dans le texte, par exemple, est très près de ce que dit l'image. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a cherché, il y a beaucoup d'hasard aussi. Mais par exemple, ici, tu vois, je ne sais pas si je le image un peu, parce que moi, je vois en l'envers. Ok, ça va. Tu vois une petite sculpture de Juan Munoz, c'est comme un nain, on dit, un dwarf, non? Qui regarde comme presque derrière la page. Il est dans une porte, il regarde à quelque chose qu'on ne voit pas, et c'est presque comme il regarde derrière le texte, qu'est-ce qui se passe là. Donc il y a des rencontres comme ça, et par exemple, à la fin du livre, on a une sculpture de Jan Verkruijsen. Je vais chercher. Qui est une sculpture d'une tortue.
et elle pousse un sphère, et c'est la fin du livre, donc elle pousse presque la boule en dehors du livre. C'est un livre à, on dit en français, couverture dure, non? Avec une jaquette. La jaquette est exactement la même que la couverture, c'est presque comme un oignon qu'on défait. En papier, en général, moi, je n'utilise pas de plastique, parce que le plastique, après X années, 20, 30, il commence à se défaire. Même si on dit que ce n'est pas vrai, mais moi, j'ai vu des livres des années 70 et ça commence à se défaire. Et j'aime assez le toucher du papier. Moi, j'aime le toucher du papier. Je sais que les imprimeurs, ils n'aiment pas trop parce que c'est beaucoup plus facile de terminer un livre avec du plastique autour pour le passer par la machine. Quand il n'y a pas du plastique, il doit être beaucoup plus prudent. C'est un livre avec un dos rond, parce que pour moi, un livre avec un dos rond, on peut encore le tenir en main, parce qu'il suit la courbe de la main. Il est un peu grand, mais quand même, on peut encore dire, voilà, je vais le mettre comme ça et je vais lire. Donc ça, c'est l'idée aussi. On pourrait aussi avoir fait un dos droit, mais ici, on a décidé, bon, c'est quand même un livre de texte. Pour ça aussi, si tu vas un peu dans l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez Jan Tschechol. Pour moi, c'est un peu la base de tout ce que je fais. C'est un théoréticien, écrivain, typographe qui a fait des lettres, qui a fait du design des lettres et qui a écrit quelques livres sur le design. Et lui, il a fait une étude sur les livres médiévaux. Il était en train de chercher les modèles, les proportions. Et à la fin de l'histoire, si tu regardes un peu, il y a deux grandes proportions. Il y a la proportion 2-3, comme celui-là, 2-3, qui était utilisé plutôt pour des livres plus petits. C'était les livres religieux avec des textes religieux pour lire quand tu étais en voyage, pour emmener avec toi. Tu vois, les livres plus grands, les vrais livres grands qu'il faut mettre sur un pupitre ou sur la table, étaient plutôt format 3-4. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très important quand je commence à travailler. C'est d'abord le format et la proportion que je vais utiliser. Et après, bon, il y a plein de choses qui interviennent, mais pour moi, avant de commencer, quel type de livre on va faire, c'est le volume qu'il va prendre. Quelle est la relation qu'il va avoir avec ma main? Est-ce que c'est quelque chose que je vais emmener? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être dans ma poche? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose, pour que l'image le demande, qu'on veut mettre sur une table? Je vais montrer après, il y a ici un livre qui a 1100 pages. Ce n'est pas un livre pour mettre dans la poche, donc il a un format 3/4. J'espère que le plus important, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dedans dans tous les détails, mais donc c'est le livre qui m'a fait connaître le médium livre, parce que le commissaire, c'était quelqu'un de très intéressant, on a parlé beaucoup. Moi, je n'étais pas très instruit, je ne connaissais pas très bien le monde de l'art, je ne connaissais pas très bien le monde des livres. Et avec ce livre, ça a commencé. Et ce livre, heureusement, parce qu'il y avait plein d'artistes, que vous connaissez même peut-être pas, mais à ce moment-là, qui était très intéressant. Et à partir de ce livre, j'ai été en contact avec plein d'autres artistes qui ont vu ce livre, qui m'ont contacté, et on a commencé à travailler. Bon, on va aller au deuxième. Ce livre que je veux montrer, c'est un livre que j'ai fait avec une artiste bruxelloise qui s'appelle Anna Torfs, qui maintenant, je pense il y a 2 ou 3 jours, ils ont remontré au musée du cinéma son film qui est ici dans le livre, le neveu de Beethoven, parce que c'était une copie sur 16 mm, élargie sur 35 mm, et la copie était vraiment, l'original était vraiment touchée. On pouvait le restaurer, mais c'était tellement cher qu'ils ont décidé de le digitaliser. Je dis ça parce que j'ai regardé sur Clara, il y avait une interview avec Anna, et elle parlait du fait que c'était, ça coïncide à 3 jours près, un livre qu'on a fait, je ne sais plus à quelle année c'était, mais il doit avoir au moins 25 ans ce livre. Donc ça s'appelle Le neveu de Beethoven. L'histoire très courte pour comprendre un peu, Beethoven, il avait 47 ans quand il commençait à perdre l'audition, à ce point que les gens écrivaient leurs questions dans des carnets de notes pour se faire comprendre. Donc, ils n'entendaient plus que les gens disaient. Ils pouvaient parler, mais ils n'entendaient pas. Et ces petits carnets de conversation avec les notices ont été préservés. Ils contiennent littéralement les phrases adressées à Beethoven à ce moment-là, en 1827. Et donc, ils ont presque tout été retrouvé. Et encore un détail pour savoir pourquoi c'est le neveu de Beethoven. Après la mort du frère de Caspar Karl Beethoven, qui est le frère de Beethoven, en 1820, il meurt et Beethoven obtient
après de multiples procès, parce que je pense qu'il y avait d'autres gens de la famille, la femme qui ne voulait pas, mais bon, à la fin, il obtient la custody, comment on dit ça, la tutelle sur le neveu Karl. Et Anna, quand elle a vu tous ces écrits, tous ces petits carnets en allemand, bon, il fallait chercher un peu un focus. Et elle a fait le focus sur la période qu'il a été qui tenait la tutelle du jeune qui, bon, c'était assez problématique, qui va essayer de se suicider et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a fait un film et en partant des conversations de ces carnets, elle a fait un film où la caméra, disons, prend la position de Beethoven. Donc, tu ne le vois pas, Beethoven, parce que bon, il n'est pas là. Donc, il y a des gens qui demandent des choses à Beethoven, mais dans le film, tu n'entends rien, parce que tu prends la position de Beethoven, donc tu n'entends pas ce qu'il dit. Et tu vois les personnages qui sont là comme dans un tableau vivant. Les images sont fixes, et c'est une image après l'autre, et je pense que si je ne me trompe pas, il y a des pancartes où on mettait la question que la personne demandait. Film en noir et blanc. Film en noir et blanc, oui. Au même moment qu'elle a fait le film, elle voulait aussi faire un livre. Donc c'est un peu un exercice, comment on peut aller d'un film à un livre. Et pendant le tournage, elle a mis une caméra photo à côté de la caméra film pour prendre tout le temps des photos. Et c'est avec ces photos qu'on a travaillé dans le livre. Donc ce n'est pas des styles du film, mais c'est comme presque, parce qu'elle était à côté de la caméra. Donc, mais c'est quand même clair que c'était une caméra photo qui a fait les images. Donc, ce livre, voilà, la couverture, c'est une couverture dure, rond, assez carrée, parce qu'on voulait repartir là. Tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, Oui, mais c'est un détail des carnets des gens qui écrivaient. Donc, il y avait 4 couches dans ce livre. La première couche, on l'avait mis sur un petit fond gris, chaque fois en 4 langues, parce que le livre est fait en 4 langues. Donc, ici, c'est l'ordre, c'est l'anglais, le français, le flamand et l'allemand toujours en bas. Dans tous les livres, l'allemand, qui est l'original, mais il est toujours en bas. Donc, il a 4 couches. Ici, il y a comme une contextualisation. En 1818, on parle où vivait Beethoven, quelle était sa situation, très court, comme un contextualisé. Après, il y avait des fois des pancartes, comme dans le cinéma, noires, avec des lettres blancs, où c'est les seules paroles de Beethoven. C'est des choses qu'on sait qu'il a dit ou écrit, et qu'on a repris, et qui aussi sont des fois des pansements politiques. Il donne son avis sur la politique, ou il donne son avis sur le lieu où il vit. Donc, ce sont des petits, mais c'est pour le seul moment qu'on a la voix de Beethoven, disons. Pas la vraie voix, mais quelque chose qu'on est sûr qu'il a dit. Parce que dans tous ces films, dans tout ce projet, on sait ce qu'on a demandé, mais on ne sait pas qu'a dit Beethoven. Après de la contextualisation, ici, on a des pages où on montre les photos, et donc c'est tout un montage, petites photos, plus grand, il y a des mouvements dans les photos, et chaque fois accompagné avec les questions qu'on demandait à Beethoven. Ici en bas, on a l'allemand, et en haut, toujours dans le même ordre, les 3 autres langues. Hop, ça aide, ça c'est l'idée, c'est les quelques paroles de Beethoven, et de nouveau, on rentre dedans. Et donc, le livre, il suit le déroulement du film, qui est assez intéressant pour le voir, mais je ne pense pas qu'il est sur Internet. Je pense qu'il faut aller au cinéma. Mais donc, c'est donc toute l'histoire des amis de Beethoven. Il y a des musiciens. Ils sont tous joués par des acteurs bruxellois, des amis d'Anna, des gens du théâtre, des gens de la musique. Il y a par exemple, j'avais raconté, il y a cette fille qui était là, c'est la chef curator du Beaux-Arts, qui était ici derrière. Ça, c'est le chef curator des Beaux-Arts, c'est son mari. Ça, je me rappelle encore. Oui, il y a les musiciens d'Istus qui jouent. Oui. D'un milieu flamand bruxellois, culturel et qui est fascinant. Qui l'ont aidé, parce que c'était un projet, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'est un projet très fin, très bien fait. Et il y a encore une quatrième couche, c'est des photos qu'Anna a fait dans les lieux où vivait Beethoven, mais presque 200 ans plus tard. Donc elle est allée, parce qu'il a bougé, elle a déménagé, elle était au lieu,
et elle a fait des photos. Il vient pleine page, sans identifier, sans dire c'est cette image, elle a fait celle-là. Mais ça donne comme une référence au paysage où Beethoven aurait pu passer. Ben, elle a fait des photos à ce paysage-là, près de sa maison où il vivait. Mais toujours dans la nature, parce qu'il marchait beaucoup. Et à la fin du livre, le dernier truc qu'on a, c'est pas visible, mais c'est tous les personnages qui viennent dans le film pour les identifier un peu. Donc il y a un nom, on dit voilà, c'est un musicien qui travaille avec Beethoven à ce moment-là, un violoniste, et tout ça. Donc c'est une petite liste. D'abord, on avait pensé de le mettre sur un carton pour pouvoir, comme marque-page, pour pouvoir l'emmener pendant le livre quand tu vois un nom de quelqu'un que tu pourrais identifier, parce que c'est toujours dit qui demande la question, parce qu'on sait qui demande la question. Ça, c'est Henrik Lindemann. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Henrik Lindemann. C'est un graphiste qui a fait tout le graphisme pendant les premières 10 années de Anna Teresa de Keersmaeker, vous connaissez, de Rosas. Mais tous les affiches ont été faites par lui. C'était vraiment extraordinaire. C'est quelque chose à connaître, Henrik Lindemann. Oui, c'était les années 80, mais c'était vraiment très fort ce qu'il faisait parce qu'il a été repris aussi par le monde de la mode. Il a travaillé beaucoup avec Yamamoto, il a travaillé avec les grands magasins ici à... Oh, j'ai oublié les noms, ça fait tellement longtemps, mais c'était quelqu'un... Je vois qu'il est dedans aussi. Mais bon. À partir du livre de Sublime Void, de Sublime Gemis, j'ai été contacté par Yves Guévard, qui est un éditeur qui est en retraite maintenant, mais il travaillait... bon, d'abord, il a été commissaire, il a travaillé aux Beaux-Arts, il a travaillé avec Brotage. On va faire une interview avec lui demain sur son expérience avec Brotage dans les années 74. Et après, il a été libraire, il a été dans le monde de l'antiquariat, des livres anciens. Et plus ou moins à ce moment-là, il commençait à éditer des livres. Et il m'a contacté pour faire un livre de Rodney Graham. On va voir plus tard un livre que j'ai fait avec lui, avec Rodney Graham. Et le livre de Anna Torsch est aussi fait avec, comme consultant. C'est le Palais des Beaux-Arts qui l'a publié, mais le consultant, c'était Yves Guévard aussi. C'est un homme formidable, un éditeur. Ça n'existe plus des éditeurs comme ça. Avec une très grande connaissance de l'histoire du livre, de la connaissance de la littérature, de l'art. Et ce livre, il est ce qu'il est parce que lui aussi, Yves Guévard était là. Anna Torsch, Yves Guévard et moi, le graphiste, on a vraiment, presque toujours, on travaille comme dans un tandem, on est comme un couple qui danse. Il faut vraiment bien s'entendre si tu veux danser bien. Et un veut aller d'un côté et l'autre de l'autre côté, ça ne va pas. Donc moi, quand je travaille, c'est un peu bizarre, mais je dois avoir un certain respect pour le travail. Ça doit me plaire d'une manière ou d'autre. Et une fois que je suis vraiment dedans, je dois aussi m'entendre bien avec les personnes parce qu'on va travailler pendant 6 mois, pendant 1 an, on va travailler ensemble sur quelque chose. Et moi, je me mets dedans dans le travail et on parle beaucoup et je ne vois pas du tout la personne avec qui je travaille comme un adversaire. Et quand tu travailles longtemps, pendant quelques années, les gens commencent vers toi parce qu'ils savent ce que tu fais, ça leur plaît et les gens qui ne leur plaisent pas, ils ne viennent pas te voir. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir ta propre voix, ta propre manière de travailler. Ça sélectionne aussi un peu les gens avec qui tu travailles. Bon, ça c'est un autre livre que j'ai fait avec Anna Torsch. Comme consultant, Yves était moins présent, mais quand même, il était là. Il a donné son avis. Et ce livre, je vais vite aussi parler un petit peu du contenu. S'appelle Du mentir faux. C'est un travail, c'est un peu compliqué, sur la nullité du procès de Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, vous connaissez tous Jeanne d'Arc, elle était en prison parce qu'elle était, on disait, et bon, elle disait qu'elle parlait avec Dieu et elle était très importante, donc elle voulait l'éliminer et on dit, bon, c'est du blasphémie, tu ne peux pas parler avec Dieu. Elle allait aussi vêtue de vêtements d'homme. Donc elle était en prison, les 3 jours avant la finale du procès, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont convaincu à Jeanne d'accepter, à la surprise de tout, les conditions du juge. Donc, ça veut dire qu'ils se mettent d'accord avec Jeanne que ni d'être en contact direct avec Dieu et qu'elle ne va plus mettre les habits d'homme qu'elle portait tous les jours. Parce qu'on avait dit, si tu fais ça, si tu nies pas, tu vas en prison et tu ne vas plus en sortir. Donc, elle dit, voilà, c'est pas vrai, tout ce que je dis, c'est pas vrai. Et, très bizarrement, au moment que les juges l'emmènent devant le tribunal pour le dernier jour du procès, donc le final, on va
On va leur donner la peine, mais ça ne va pas être la mort, ça va être une peine donc acceptable. De nouveau, elle est vêtue d'homme, de vêtements d'homme, et elle confirme de nouveau qu'elle est en contact direct avec Dieu. Donc à cette époque, c'est une terminologie un peu juridique, mais ça veut dire la rechute dans l'hérésie était le pire crime, le pire péché que tu peux faire. Ce véridique ne peut être, dans ce cas, la peine de mort. Donc il y a toute une discussion, pourquoi ils ont convaincu, c'est toute une ruse parce qu'ils voulaient la tuer, et tout ça. Donc c'est tout un... Mais 20 ans après sa mort, donc on l'a tué, 20 ans après sa mort, le procès est réouvert de nouveau, avec des nouveaux interrogatoires aux gens qui ont vécu le procès. Et cette fois-ci, les juges sont convaincus de l'innocence de Jeanne d'Arc et donc en 1456, le procès de Jeanne d'Arc est déclaré nul. Donc, mais la pauvre était morte. Mais pourquoi ils ont fait ça? Bon, il y a toute une histoire. La France avait besoin d'une héroïne et le régime avait changé. Et tout à coup, Jeanne d'Arc était très intéressant comme héroïne. Donc, on l'a libérée de tous ses péchés. On pouvait la mettre sur le piédestal et jusqu'aujourd'hui, c'est une héroïne acclamée. Donc, ce livre fait partie de l'installation. Ce n'est pas un livre ou un catalogue d'une exposition. Elle a photographié une fille, que tu vois ici sur la couverture, et elle a des expressions dans la tête. Il faut voir, peut-être quelqu'un a vu le film de Jeanne d'Arc, du régisseur, comment il s'appelle Oui, le film noir et blanc. Dreyer. Et tu vois beaucoup de gens avec des expressions, donc c'est un film muet. Donc elle a repris un peu ce thème. Tu vois une fille qui est devant la caméra. Et le livre était toujours, quand il y a l'installation, le livre est à l'entrée de l'installation. Il fait partie de l'installation. Il est à l'entrée sur un pupitre, tu peux le regarder. Après aussi, tu peux l'acheter dans le shop. Mais il fait partie de l'installation. Donc quand elle projette, elle a les livres aussi. Donc le livre nous donne plus d'informations autour de ce procès, d'abord, de Jeanne d'Arc, comme sur l'actrice qui joue le rôle de Jeanne d'Arc sur la vie, et aussi des commentaires sur la vie d'Anatole. Donc je vais montrer la première partie. C'est un texte critique de l'écrivain flamand qui vivait à Bruxelles, qui était Dirk Lauwaert. Donc on met le texte en français. Après, il y a le texte en... Non, attends. Oui, pardon. Le livre est organisé de cette manière, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai ouvert. Il est d'abord en français, donc le texte de Dirk. Il y a le texte d'Anatoche, qui est un texte central, mais c'est un peu un texte basé sur les premiers livres médiévaux, les livres, disons, du siècle XIV, du siècle XII. On avait au milieu un texte, et autour, on mettait des commentaires, des glosses, des glossarios. Donc, ce qu'elle fait, elle raconte l'histoire de Jeanne d'Arc et tout ça, et dans les marges, elle parle, par exemple, la fille qui a joué dans sa pièce, qui tu vois sur les dias, qui incorpore un peu Jeanne d'Arc. Elle était aussi malade, donc elle raconte l'histoire. Et au même moment, Anna a tenu un accident, elle est tombée d'une escalier, elle s'est rompue, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le backen. Et elle était pendant 6 mois dans l'hôpital, donc a eu le temps d'écrire et tout ça. Et donc, tout ce texte, c'est comme un livre avec des commentaires. Il y a quelquefois des images. Par exemple, ça, c'est une image ici. On ne le voit pas bien, mais c'est une photo Röntgen. C'est une radiographie. Donc, c'est comme un mix de la vie de Jeanne d'Arc, les choses qu'a vécues l'actrice, les choses qu'a vécu Anatole, utilisant comme un système médiéval, et on a mis ça sur un fond gris aussi pour le différencier du premier texte aussi. Tu vois que le premier texte, c'est des petits blocs. Bon, je vais en parler ça plus tard parce que ça vient du canon de Vuillard. C'est une manière de répartir la page très classique qui s'utilisait beaucoup pour des prières anciennes. Donc, après le français, ça vient encore une série d'images, tu vois. Et on commence de nouveau le livre, mais en flamand cette fois-ci. Parce que c'était pour le Palais des Beaux-Arts, et le Palais des Beaux-Arts, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, tu sais que c'est un institut bruxellois, au Belge, et qu'ils ont l'obligation de changer chaque année d'abord le français, après le flamand, le néerlandais.
l'année prochaine, d'abord le néerlandais, après le français. Donc c'est un système pour ne pas mettre en avant-plan une langue. Donc l'année que moi j'ai fait le livre, ben, c'était comme ça, c'était d'abord le français. Donc de nouveau le texte d'Anna, ça fait 2, et troisième fois en anglais. Parce qu'ici en Belgique, en général, si un artiste veut vraiment faire un travail, c'est les 3 langues qu'on utilise. Bon, ça c'est c'est le corps du livre. Et à la fin du livre, sur un papier très fin, un papier Bible presque, dans une mise en page totalement différente, on a mis des extraits du jugement. Donc, des témoignages, ça a tout été écrit, hein. Tout le procès est documenté, on sait tout ce que les gens ont dit. Donc, elle a fait une sélection des gens qui parlent de Jeanne d'Arc, donc au premier procès où elle a été condamnée. Et la deuxième partie, donc ici, pardon, on a aussi le français en haut, le flamand néerlandais en milieu et en bas l'anglais. Donc, on suit le même ordre, mais ils sont vis-à-vis. Et la deuxième partie, c'est des extraits du deuxième procès où elle a été libérée. Donc, c'est assez intéressant de lire comment les gens parlaient d'elle et comment ça change d'un à l'autre. Donc, ça a été une manipulation un livre un peu bizarre parce qu'il a aussi une proportion 2/3 et il est assez grand. Mais c'est parce qu'on voulait vraiment aussi mettre en valeur le texte. Donc, c'est un livre de nouveau très orienté sur le texte. Le papier aussi est un garde-à-pâte. C'est un papier blanc cassé. Et les images sont toutes en noir et blanc, un peu comme l'autre de Beethoven. Oui, je peux encore en ajouter que les 2 livres que tu as vus, presque tous, sauf le premier a une différence, mais tout ici, c'est du Garamond. Donc, tous ces statuts de texte sont des Garamond. L'un est semi-bold, l'autre est plus petit, il y a des italiques. Donc, mais c'est peut-être très important, moi je suis très convaincu que tout ce que je fais, je veux le faire avec des moyens propres au livre. Je n'ai pas envie de prendre des choses d'ailleurs et les mettre dans un livre. Mais large, hein, et c'est pour ça, pour moi, Brothard, c'est très intéressant, mais je pense qu'on peut opérer comme graphiste dans les notes, dans les glosses, on peut donner des différences de texte en utilisant des addendums. Tu vas voir dans d'autres livres aussi, il y a des addendums, il y a des dépliants, mais toujours des choses très près du livre. Il y a aussi des pratiques assez anciennes que personne n'utilise aujourd'hui et que moi je reprends quand ça fait sens. Dans la navigation, par exemple, il existe un phénomène qui s'appelle le prière d'insérer. C'est quelque chose qu'Yves m'a enseigné. Et c'est une petite feuille où tu veux commenter quelque chose sur le livre, mais tu ne veux pas que ça fait partie du livre. Donc, le prière d'insérer, ça s'appelle comme ça, on met prière d'insérer. Donc, je te demande, s'il vous plaît, mets-moi dedans. Et c'est un commentaire qui touche au livre, mais qui ne fait pas partie du livre. Par exemple, quand moi j'ai fait un livre pour un artiste, et des fois, surtout en Espagne, les ministres, ils aiment bien donner leurs mots. Et nous, on n'aime pas ça parce que ça n'a rien à voir avec les livres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après la page de titre, on met le texte du ministre et après ça, on met la page de contenu. Donc, il n'est pas dans la page de contenu parce qu'il est devant. Donc, pour moi, il ne fait pas partie du livre. Et c'est très classique, ça. Il ne fait pas partie du livre s'il n'est pas dans l'index et s'il ne vient pas après. Donc, c'est une manière de mettre en dehors du livre les choses qui, des fois, n'ont rien à voir. Ou, à l'envers, c'est aussi intéressant d'utiliser ce système, de différencier les niveaux de lecture. On va passer un peu, ça c'était les premières années. J'ai un ami à moi qui est un architecte, Wim Kuijvers. Il m'a dit il n'y a pas tellement longtemps qu'il était ici pour donner une conférence. J'ai fait un livre avec lui et ça j'ai eu pas mal de problèmes de le traduire, la face cachée de l'espace public. En anglais on dit backside places. C'est des lieux publics, vraiment publics, où il se passe plein de choses. Et lui, il avait fait avec un projet avec des étudiants de la Design Academy in Eindhoven. Et il a investi les infrastructures au long des autoroutes, donc les parkings, les stations de service, les restaurants et les shops.
qui sont systématiquement et intensivement utilisés pour des contacts informels, sociaux et plus spécifiques, sexuels, homosexuels. Les plus souvent pas commerciaux entre hommes bisexuels ou homosexuels cachés. Donc Wim, avec ses étudiants de l'Académie de design d'Eindhoven, il est allé voir tous ces lieux en croisant toute la Belgique, vraiment s'arrêter à chaque lieu, cartographier les lieux pour découvrir qu'il y avait des conditions architecturales qui faisaient qu'il y avait ces contacts cachés ou pas. Donc il avait vu qu'il y avait des phénomènes architecturaux qui aidaient à faire que ces rencontres se faisaient. Donc il avait fait des diagrammes et tout ça, et à un moment donné, ils lui ont demandé de faire une expo à Anvers, au MUCA. Mais ils se rendaient compte, si les gouvernements s'en rendent compte de ces paramètres, ils peuvent aussi enlever les paramètres, et ça disparaît. Donc il avait décidé, les cartes, il avait fait des ouvertures dans les murs, qui dans le MUCA, plein de murs sont des faux murs, donc il avait fait des ouvertures et projetait dans les murs les cartes. Tu ne pouvais pas les lire. Elles étaient là, mais tu ne pouvais pas les lire. Donc à un moment donné, il dit, on va faire un livre sur ça. Et il y a deux aspects dans ce livre. Il y a du texte, le texte de Wim, et de l'autre côté, il y a des images. Donc c'est un livre qui a 2 entrées. On les a séparées. Il y a une entrée image que tu lis comme ça. C'était photos des lieux, c'est Marc de Blic, un photographe, qui a fait des photos des lieux. Des photos au premier plan innocents, sont des photos de parking, des photos d'arbres. Mais si tu regardes bien, tu vois, il y a des petits chemins. Parce que l'idée, c'est les gens qui sont homosexuels, acceptés, il n'y a pas de problème. Ils ont leur lieu où ils se rencontrent. Je parle des années, il y a 25 ans. Hein. Les gens homosexuels cachés, ça veut dire qu'ils sont des gens souvent mariés, qui ont des enfants, mais de temps en temps, ils ont besoin d'avoir des contacts. Donc, ils vont à ces parkings. Pourquoi l'autoroute, en chemin de la fabrique ou du lieu du bureau à la maison, il prend l'autoroute, et l'autoroute, il y a une vision unidimensionnelle. Tu regardes toujours devant, tu ne regardes jamais derrière. Et à ces parkings, ils avaient vu que quand il y a les petits chemins, et derrière la verdure, il y avait comme un autre chemin où les gens se rencontraient. Donc c'était très clair, les gens arrivaient là, ils faisaient semblant d'aller aux poubelles pour tirer quelque chose, ils regardaient, ils voyaient qu'il se bouge quelque chose, hop, ils rentrent avec le petit chemin derrière la verdure, il y avait des contacts sexuels très vite. Mais c'était pas comme si on ne payait pas, c'était des rencontres, hop, de nouveau vite dans la voiture, hop, et on part. Parce que, bon, à un moment donné, je savais de tout ça sur recherche, mais tu ne peux pas regarder parce que quand tu vas sur l'autoroute, tu ne peux pas faire comme ça, sinon tu as un accident. Et il disait que les gens qui veulent, qui sautent la règle, qui font des choses qui, dans leur environnement social, ce n'est pas accepté, ils le font tout près de la réalité de jour en jour. Ils font un petit saut et ils reviennent. Donc, ce n'est pas un acte révolutionnaire. C'est un acte de nécessité et on revient. Bon, je dois vous dire que ça, j'étais avec lui il y a 2 jours et on a parlé de ça et ça n'existe plus. C'est totalement disparu pour 2 raisons. Qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont découvert ça, qui n'étaient pas les homosexuels, et qui ont commencé à exploiter. Parce qu'ils savent très bien que les gens étaient vulnérables. C'était des gens qui les faisaient en cachette. Donc, ils prenaient des photos de la voiture et tout ça. Et ils disaient, tu me payes 1000 francs ou 2000 francs, sinon je vais envoyer ça à ta famille. Donc, ça tombait en miettes pour ça. Bon, ça c'est un peu l'histoire du livre. Mais, donc, Wim, quand il voulait faire le livre, on dit, voilà, il y a les photos. Donc, on a imprimé les photos sur une page, parce que les photos sont faites avec une caméra technique de très haute, analogue, mais les négatifs sont presque plus grands que la photo. Donc il y a un détail énorme dans ces photos. Donc on a imprimé en trichromie sur un papier couché, qui est quand même le mieux pour imprimer des photos, pour ne pas perdre des détails. Et les images sont chaque fois seules, avec comme un écran blanc qui reflète la lumière là-dessus, et tu regardes les livres comme ça. Il y a une deuxième lecture, c'est des textes de Wim, que lui, il avait écrit 7 textes sur ce projet. Et chaque texte, c'était une référence différente, parce qu'il dit, quand moi je suis là, en train d'observer ce qui se passe, j'aurais pu être là aussi pour la même raison que les autres. Et je vais être très sincère, donc il parle
de comment il le voit, il parle des références musique, il parle des références littéraires, il a découpé le texte, il a mis tout ensemble, donc les 7 textes, il les a mixés comme un texte, et il commence sur la couverture. Donc le texte prend déjà la couverture parce qu'il veut être vraiment, presque être dans la vie. Il ne se cache pas derrière une couverture, il veut être dans la vie. Donc le texte commence sur la couverture, comme les photos aussi commencent sur la couverture. Donc il n'y a pas de titre. Les titres, c'est simplement les deux noms des deux, l'écrivain et le photographe. Et il écrit ce texte en anglais, c'est un peu compliqué. Et quand le texte en anglais s'arrête, il reprend le dernier mot et en négatif, disons, en arrière, il a mis le même texte en flamand. Donc, et quand tu arrêtes le flamand, tu pourrais de nouveau reprendre la première parole de langue. C'est comme un boucle. Une chose qui serait interminable. Tu vois? Bon, encore, il y avait les plans. Et on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec les plans, les schémas, les diagrammes qu'on avait de toute cette recherche qu'il était projeté dans le mur. Il dit, bon, où est la face cachée du livre? Et la face cachée du livre est dans le dos. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les plans. Tu sais, il y a une forme dans un livre, c'est 8, 12, 16 pages. Et normalement, ils mettaient des petits blocs en noir sur les cahiers. Parce que quand le relieur prend tous les cahiers, pour voir visuellement très vite qu'il ne s'est pas trompé, ces petits blocs en noir doivent être bien décalés en diagonale. Parce que tu as mal fait, ça commence à sauter d'un côté à l'autre. Donc c'était une manière visuelle de vérifier si les petits blocs étaient dans leur bon ordre. Donc on a dit, bon, si on peut mettre des blocs, on peut mettre des diagrammes. Et on a mis les plans en petit. Là-dedans, je ne sais pas si on voit un peu. Ah, je ne peux pas me lever parce qu'il perd le focus. Donc, mais tu ne peux pas lire. Ils sont là. Il fallait, et lui-même il le fait quand il fait une présentation, moi je ne le fais pas, il détruit les livres pour montrer, il l'ouvre, et là tu peux lire les... Et ce qui a mis, à moi, me plaisait, c'est que ça marque aussi le livre le rythme de la reliure. Parce que tous les 16 pages, en ce cas-là, tu vois 2 plans, mais 2 plans de 2 quaternes qui se touchent, qui sont lisibles, parce que c'est d'un côté... Attends, je regarde. Donc, tu vois ici, le premier cahier sort ici, le deuxième cahier sort ici, et ils se touchent, mais c'est pas là, c'est 2 diagrammes qui se touchent, donc ils sont inlégibles. Donc, il faudrait rompre tout et développer. Donc, on a utilisé un système de vigilance de la reliure pour presque pervertir ce système et cacher les plans-là qui sortent, ils sont là, ils sont visibles, mais ils ne sont pas utilisables. Donc, c'est une manière de montrer comment on peut, en restant dans les moyens du livre, du nouveau, excusez-moi, je vais le dire souvent, en restant dans les moyens du livre, d'articuler des choses, d'essayer d'expliquer des choses. C'est vrai que pas tout le monde comprend toutes ces couches, mais ça, ce n'est pas important. Ils sont là, les couches. Pour les gens qui veulent le découvrir, ils peuvent y arriver, et de temps en temps, on en parle. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le graphiste, c'est plutôt années 90-2000, c'est Bruce Mau, un Canadien. Il était très connu à un moment donné. Et il a fait un dessin que j'aime beaucoup. C'est une feuille de papier. Il a fait un dessin d'un œil avec une cône. Donc, l'œil regarde la page. Il y a une cône ici. Il a dit, il y a plein de gens qui essayent, comme graphiste, d'intervenir ici. Ils font du bruit. Il se met entre l'œil et le contenu. Il dit, il faut travailler ici, en bas. Donc, c'est très abstrait, hein, mais il faut travailler dans un niveau où tu n'interfères pas beaucoup avec les textes, tu laisses la lecture, mais tu peux dire des choses en dessous, dans une deuxième couche, dans une troisième couche, dans une quatrième couche. Et je pense que c'est très intéressant de travailler comme ça, parce que tu donnes des couches qui ne sont pas nécessaires pour faire la lecture, mais qui aident aux différents niveaux d'articuler des choses. Ça, c'est un livre que j'ai fait avec lui, mais il y a un deuxième où on a repris, parce qu'il avait fait un bâtiment à La Haye, en Hollande, et on l'avait dit, bon, si tu fais le bâtiment, tu peux faire un catalogue de ton travail comme architecte. Il a dit, non, ça ne m'intéresse pas de faire un catalogue d'architecture. Ce qui m'intéresse, c'est les textes que j'ai publiés, c'est de les reprendre, parce qu'il publiait souvent des textes assez intéressants sur l'architecture, sa manière de voir, dans des magasins différents. Il dit, ce serait bien de les regrouper et de les ajouter des nouveaux textes qui ne sont pas encore publiés.
pendant longtemps, moi j'ai pensé comment je pourrais faire que les textes publiés sont différents des textes non publiés. Et il faut savoir que Gallimard, il y a une série de Gallimard, attends, je vais voir le titre, une série de Gallimard où il reprenait des livres anciens qui étaient plus disponibles pour les mettre au marché de nouveau, mais bon marché. Ça veut dire il photographiait chaque page, il les au scanner et comme un PDF, il les mettait dans la maquette, il imprimait. Donc il n'y avait pas de travail de taper les textes, il n'y avait pas de travail d'édition. Et ils adaptaient le format à leur format. Donc je pense que c'est... j'ai oublié comment ça s'appelle, je vais regarder si je le vois ici. L'Imaginaire, pardon, l'Imaginaire. C'est une série qu'ils ont. Ils avaient un format et donc ils adaptaient l'original sans scrupule, sans hop, paf, que ça rentre dedans. La seule chose, quand tu le regardes bien, tu voyais que c'était scanné, il y avait des petits points, c'était tramé, parce que c'était une image. Et donc, ce qu'on a fait, on a dit, on ne va pas prendre les textes des magazines, parce que des fois, c'est trop grand, si on réduit, on ne peut plus lire. On va les taper les deux, de nouveau, les nouveaux textes et les anciens. Et un, je vais scanner et l'utiliser comme une image, et l'autre, je vais l'utiliser comme du vrai texte. Donc, dans le livre, il faut bien regarder, il y a des textes qui sont un peu plus gris, parce qu'ils ont une trame, et l'autre ne sont pas tramés. La couverture, tu ne vois pas très bien ici, mais la couverture, c'est une couleur phosphore. Ça veut dire que quand tu éteins la lumière, ça donne la lumière. Parce qu'on avait, les deux, on partageait des mémoires. Quand moi j'étais petit, on avait dans la chambre une petite statue de Bernadette de Lourdes. Et beaucoup de gens, si tu demandes à tes grands-parents, probablement ils ont ça. Et la nuit, ça donne la lumière. Et au-dessus de mon lit, j'avais une petite corde. Pendant la nuit, quand je me réveille, pour ça, il y avait une petite boule en phosphore aussi, pour que tu retrouves la petite boule. Et même avait aussi, on partageait ce mémoire. Et on voulait faire quelque chose d'assez matériel sur la couverture. Et en plus, le titre, qui est ici en flamand, texte over texte, texte en anglais, texte sur texte, on dirait. Mais le sur ne nous intéresse pas, c'est le texte over texte et texte on texte. Ça donne 3 lettres. Et ces 3 lettres, ça signifie en allemand, Tod, ça veut dire la mort. Et nous, on a fait le texte en noir et blanc. Hein, tu vois, il ne faut pas que je bouge trop vite. On a mis le même texte en blanc en dessous, mais décalé, que les premières 3 lettres tombent sur le dos. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la journée? Tu vois rien, tu vois un livre avec du texte, et tu vois un peu un vert très léger. Mais quand tu éteins, flaf, ça donne de la lumière dans ta bibliothèque, et qu'est-ce qui sort? Les 3 lettres de la mort. Parce qu'il voulait faire un hommage à un écrivain flamand qui s'appelle Daniel Robrecht, qui a fait un livre qui s'appelle T.O.T. avec un X au milieu. C'est texte, tot, texte en texte aussi. Et ça vient aussi de l'idée de total texte, un texte total. Et donc, il voulait faire cet hommage. Donc, à travers du phosphore, donc d'un mémoire commun, on a pu faire ce TOT sur le dos. Et c'est vraiment, ça fonctionne. Hein. Tu as ce livre dans la bibliothèque, tu éteins la lumière, et le seul livre que tu vois, c'est celui-là. On appelle la visitation de Bernadette. Mais tu ne peux pas le voir. Je l'ai chargé un petit peu, mais on va le changer. Tu vois? Et ça fonctionne très bien dans le noir, hein, je te jure. Et ce livre, il a 25 ans, donc ça n'a pas perdu de sa force. On l'a fait en sérigraphie, pour avoir vraiment une bonne couche. Et il faut faire attention, quand on fait une couverture en carton en sérigraphie, ça fait comme ça. Et donc, on a dû imprimer à l'intérieur aussi, pour rester droit. On a dit, ici c'est la lumière, ici c'est le noir. On a pris un noir qu'on utilise pour les tableaux dans les écoles, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est un noir très mat. Et maintenant, je suis en train de préparer un autre livre de Wim. Et ça va être la couverture, avec quelque chose écrit avec du craie, aussi en sérigraphie dessus. Donc, des fois, on reprend des thèmes d'un livre à l'autre et on l'emporte pour le prochain. Moi, je pourrais une journée montrer comment, même moi, malgré tous les artistes qui j'ai trompés, des fois, il y a des lignes que moi, je peux tracer à travers des livres. Des fois, je n'ai jamais dit à personne, mais moi, je sais qu'elle est là. Et c'est une manière comme graphiste, moi, je dis toujours, il ne faut pas crier.
ça ne m'intéresse pas. Mais en susurrant, les gens viennent plus près et disent, c'est quoi que tu as dit là? Et donc, moi, susurrer, c'est des choses comme ça aussi. C'est des fois mettre quelque chose de très... Et peut-être personne ne va voir. Mais je sais qu'à La Haye, ils ont eu des mails des gens qui ont dit il y a une erreur dans le livre parce qu'on a vu il y a des textes qui sont plus gris. Donc, ça a fonctionné. Et c'est un projet qui s'appelle On the Impossibility of Planning, donc sur l'impossibilité de planifier dans le monde de l'architecture, dans le monde du public. Et il était avec ses étudiants à Beograd, on dit ça en français, Beograd? Belgrade, pardon, oui, merci beaucoup. À Belgrade, pour étudier, c'était juste après la guerre, juste après le grand drame qu'on a eu. Et il m'avait demandé, parce que c'était compliqué, il voulait faire donc un livre avec le matériel de la recherche qu'ils ont fait à Belgrade, et au même moment, il voulait faire une workshop à Den Haag, et à la finale de ce workshop, il voulait présenter le livre avec la recherche de Beograd, mais aussi avec la recherche de Den Haag. Et le titre est l'impossibilité du planning. Et je dis, ben oui, mais un livre, ça, il faut planifier. Il n'y a pas de possibilité de ne pas planifier. Il dit, bon, on va essayer de penser. Et on a dit, bon, on va réduire le livre comme un conteneur. Il y a plein de gens, moi aussi, j'ai toujours un petit carnet avec moi, un petit livre blanc pour faire des notes. Je mets plein de choses dedans. Et des fois, on met même un élastique dedans pour contenir tout ça. Donc, c'est les livres qui changent de tout à coup comme un conteneur, quelque chose qu'on peut emmener avec des choses dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un livre d'où la première partie est un livre normal, imprimé, avec toute l'information sur le premier projet de Belgrade. Et la deuxième partie, c'était un livre blanc. Et quand on était à Den Haag, donc il y a une semaine que les étudiants travaillaient sur un lieu à Den Haag, un lieu conflictif là. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais bon, c'est pas grave. Et l'idée, c'était qu'ils avaient 3 jours de travailler ça et de préparer un dossier. Et chacun avait dans le livre entre 2 et 6 pages. Et l'idée, c'était qu'on avait mis en place un studio de design avec 2 graphistes, jeunes graphistes. C'était Dominique Calawar, qui maintenant il travaille ici à Bruxelles. Il fait plein de pages web. Il travaille pour le SMAC, il travaille pour le MUCA, pour tout ça. Et il y avait aussi, comment il s'appelle Michael Bussard, qui donne cours à Saint-Luc-à-Gand. Donc, ils étaient aussi dans la Yavanek. Et moi, j'ai amené donc une équipe de designers là. On a monté un studio avec des Macs, avec des imprimantes et tout ça. Et pendant toute la journée, on recevait chaque étudiant l'un après l'autre et on faisait les pages avec eux. Et à la fin de l'histoire, donc le jour de l'ouverture, on a imprimé tout. On a dit, bon, on va faire une 50aine de livres où nous, on va coller dedans, tu vois. On collait dedans les pages en A4, en pot de colle, on les mettait dedans, une autre page. Donc il y a quelqu'un qui a mis ça. Il y a d'autres A4 qui sont des photos. Donc, c'est un livre où une partie est imprimée et une partie est imprimée au moment même qu'on a produit les livres. Il y avait la soie avec tous les étudiants, comme ici, et on se mettait en fil, on passait les livres, on les collait dedans. La couverture est faite avec un tapon qu'on avait fait le jour avant. Ils ont mis la date et le numéro du livre. Et derrière aussi, ou à l'intérieur, je ne sais plus, il y a une petite explication aussi mis avec un tapon. Et il y avait 2 interventions artistiques. Un, c'était d'un photographe d'architecture, Bart Prinsen, je pense qu'il s'appelle. Attends, je vais regarder, j'ai oublié. Bart Prinsen, pardon. Et un autre de Marc de Blic, le même du livre des parkings, qu'il a fait des photos 3D. Et pour ça, on a ces petites lunettes dedans pour regarder les photos 3D. Et donc, le jour de l'ouverture, les gens pouvaient acheter le livre fini, disons, avec plein d'or. Et les gens qui ne voulaient pas, il y avait aussi un site web où toutes les pages étaient présentes. Donc, tu pouvais à la maison prendre la page que tu avais envie et le coller dedans, dans le livre. Donc, c'était une manière d'essayer de donner une réponse à Wim, qui me mettait ce problème sur la table. Voilà, une partie est faite, une partie n'est pas faite. Comment, nous, on veut avoir quelque chose à la fin. Donc, chercher comment on peut utiliser les livres et penser des concepts de livres, voilà. On va l'utiliser comme un conteneur et on a été chez une garage, on a demandé tous les vieux pneus, on les a découpés
Et cet élastique, c'est des vieux pneus qu'on a récupérés dans un garage à La Haye pour finir. Et c'est très beau parce qu'il commence à marquer, donc il laisse une marque là-bas. Je suis curieux qu'après autant d'années, ça fait quand même de 2003, c'est presque 18 ans, 19, il n'a pas encore été, il ne se défait pas encore. Peut-être, je ne l'ai pas mis dans la lumière, c'est peut-être ça. C'est un Michelin. C'est un Michelin. Oui, c'est peut-être un bon pneu. Donc ils sont toujours comme ça, toujours un peu collés. Parce que c'est ce que moi je fais aussi dans mon cahier. Des fois, j'ai fait un mail, j'ai un livre avec tout ce que je note, mais j'avais fait un mail, je dis, bon, c'est intéressant l'information, je l'imprime plus petit et je colle dans mon livre. Un petit peu, et en bas aussi, j'écris pour gagner de la place. Et 10 jours plus tard, j'ai une réunion avec l'artiste, j'ai tout, et je dis, ah bon, oui, le mail, qu'est-ce que j'avais dit là? Donc, c'est des livres de travail, des livres de pansement, des livres où tu fais des croquis et tout ça. Et c'est cette idée-là qui nous a emmenés à faire ça. Et c'était intéressant parce que juste en ce moment-là, je donnais cours à la Yabarek. Ouais, c'est pas donner cours, c'est tu accompagnes les gens qui travaillent là dans leur recherche et dans leur travail qu'ils veulent faire. Donc, on ne donne pas vraiment des cours. Je vais essayer d'aller un peu plus. Mais bon, c'est pas obligatoire de faire tout. Mais ça peut être tout. Parce que plus ou moins, j'ai fait 350 livres dans les 35 années que j'ai travaillé. Bon, il y a des choses petites, il y a des choses plus grandes. Hein. Et ça, c'est juste une petite sélection des livres que je pense qui sont un peu différents l'un de l'autre, qui peuvent donner une idée de ce que c'est un livre avec travailler avec des artistes. Ça, par exemple, c'est un livre que j'ai fait avec un cinéaste qui est Abbas Kiarostami, qui est un cinéaste iranien, et en collaboration avec Jean-Luc Nancy, le philosophe français Jean-Luc Nancy, et de nouveau avec Yves Guévart. C'est un livre que j'aime bien montrer parce que le livre est en 3 langues. Il est en français et en anglais. Ça, c'est l'entrée du livre en français et anglais. Et il est aussi en persan. Comme probablement vous savez que ce livre, en persan, on commence à l'autre côté. Donc pour eux, c'est la couverture des persans. Et pour nous, ça, c'est la couverture. J'ai aussi utilisé 2 images d'un film de Kiarostami, qui a un film qui s'appelle, attends, que je ne me trompe pas. Je ne sais pas, je n'ai pas noté. Mais c'est assez intéressant, c'est un père avec son fils qui traverse un paysage après un tremblement de terre. Donc un terrain totalement dévasté, des gens sur les routes, des embouteillages, et il va chercher la famille. Et donc à un moment donné, tu vois l'enfant, je ne sais pas si vous voyez bien, que ça reflète un peu. Hein. Il y a un enfant qui fait comme un cadre avec sa main, il est dans une voiture tombée, donc la caméra elle est dehors, et elle regarde l'enfant qui fait le cadre. L'image qu'on a fait derrière, c'est à l'envers. Tu vois ce que voit l'enfant. Tu vois que l'enfant, le cadre qu'il fait, c'est ça qu'il voit. Donc c'est pour montrer que c'est un livre comme un boucle de nouveau, un livre qui a 2 entrées. Donc le persan, il y a, bon, je vais la montrer de l'autre côté, c'est plus facile. Il y a donc un texte de Jean-Luc Nancy sur le travail d'Abbas Kiarostami. Donc c'est un texte, tu vois, en une colonne, en français à droite, et en anglais à gauche. À droite, un serif, à gauche, un sans serif, pour différencier les 2 langues. Oui, voilà, très bien vu. Justifié d'un côté, pas justifié de l'autre. Et un deuxième texte qui est un interview. Pour ça, on a changé aux 2 colonnes. C'est un interview avec Kiarostami et Jean-Luc Nancy. Donc, c'est plutôt une conversation entre eux. Donc, de nouveau, français, anglais. Justifié, pas justifié. Et au milieu, donc pour le persan aussi c'est le milieu, il y a une série d'images qu'on a numérotées pour ne pas avoir, ici il y a les titres du film en français et anglais, et de l'autre côté il y a les titres en persan. Et c'est des découpages des montages des images du film, qui essayent d'expliquer un peu, parce que c'est des films formidables, mais c'est des films aussi autoréférentiels. Il réflexionnent sur le médium. Par exemple, pour montrer ce que je veux dire, il y a tu vois ici l'enfant qui est dans la voiture et qui fait à l'envers. Ici, par exemple, il fait un zoom sur un paysage, sur un monsieur qui
qui fume une pipe sur une photo. Ici, il y a un homme qui nettoie la vitre, donc il y a une séquence, et il tire un eau sur l'eau. Et par exemple, il y a une image que je voulais montrer. Voilà, c'est le photographe, tu vois, qui prend des photos, et ça, c'est la photo qu'il est en train de prendre. Je ne vais pas rentrer dans les histoires des films, mais c'est un découpage fait avec l'assistante de Kiarostami, avec Yves Guivard. J'aimerais bien vous parler d'un livre que j'ai fait en Espagne. C'est mon premier travail quand je suis arrivé en Espagne. Je suis parti de Belgique en Espagne sans avoir du travail vraiment fixe, mais j'ai eu de la chance. On m'a appelé très vite pour faire un projet parce que le commissaire était un francophone, qui est maintenant le directeur du Pompidou, Jean Blisten. Et il faisait une expo au MACBA à Barcelone où je connaissais la responsable de publication. Et elle m'appelle, elle dit, on a besoin de toi parce qu'on a besoin de quelqu'un qui comprend l'espagnol et le français. Donc des fois, des choses, simplement en connaissant une langue, déjà, tu as de la chance de pouvoir rentrer dans un projet. Donc c'est la version anglaise parce qu'on a fait ce livre en 4-5 langues. C'est un livre qui parle un peu de l'influence du théâtre sur l'art contemporain et de l'art contemporain sur le théâtre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées, surtout dans les années 60, 50. Et donc ce livre parle un peu des dernières 100 années, de l'influence de l'un de l'autre. Et quand on m'a donné ce travail, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, moi j'ai fait beaucoup de schémas pour comprendre la problématique du livre. Et j'ai dessiné une scène de théâtre, je dis côté jardin, côté cour, et on va essayer de trouver, après ce schéma disparaît, mais ça m'aide pour commencer et d'organiser. Donc tu vois, il y a les rideaux, on ouvre les rideaux, il y a une intro, il y a 3 types de textes, il y a une chronologie, il y a la partie centrale du livre qui est entrecoupée avec des œuvres, et on retombe de nouveau dans les rideaux avant de sortir du livre. Et bien, tout ça, ça m'aidait de mettre en bloc, en système, les différentes parties du livre. Donc si tu ouvres le livre, j'ai dit, on va mettre des rideaux. Donc il a des rideaux rouges. Moi j'aime bien, normalement, ça s'appelle des pages de garde, on dit? Non, pages de garde. Non. Les pages de garde s'utilisent seulement dans des livres avec couverture dure. Parce que c'est la manière que le bloc du livre est collé contre les cartons de la couverture. Ça, ce n'est pas une couverture dure. Mais quand même, moi, j'ai utilisé souvent des pages de garde, et je disais ça, des extended pages de garde. Donc, des fois, j'ai fait un livre pour Maarten van Severen, qui est un désignateur de meubles, et on a fait 80 pages de garde. Avant que tu rentres dans le livre. C'était comme des rideaux, tu passes les rideaux, et ces rideaux contenaient les matériels référentiels que l'architecte ou le designer avait mis sur ces pages-là. Donc tu passais tout un groupe d'images qu'il a utilisées d'une manière, qui l'ont inspiré d'une manière ou l'autre dans son travail. Donc ici, j'ai fait un peu l'idée on va mettre du rouge dans l'intérieur même de la couverture, donc les rideaux pour entrer dans le livre. Il y a les pages de garde qui continuent, c'est des images des gens du monde de l'art qui ont influencé sur le théâtre. Il y a des happenings, il y a Dali, il y a Yves Klein. Donc, on commence simplement en montrant des exemples. Et il y a aussi 2 lectures dans le livre. Il y a une lecture qu'il faut tourner les livres, et c'est pour ça aussi que j'ai fait les pages de garde de cette manière, la Provo. Et la dernière image, on retourne le livre de nouveau, ça c'est Marcel Duchamp, et j'ai mis c'est de Daumier, un petit dessin d'un souffleur, qui fait de nouveau référence au théâtre. Donc c'est un petit dessin fait par Daumier, que je ne sais plus où je l'ai trouvé, mais bon, c'est pas grave. Et ici, ça commence le livre. Donc on a déjà passé toute une partie d'informations, et on est en miroir, je pourrais dire, c'est la même chose derrière. Ici, tu vois, et ici, les images sont, bon, ça c'est Brotard, c'est Klein, et les livres parlaient un peu oui, pardon, je ne suis pas dans le cadre. Oui, voilà, ça c'est Gilbert and George, et ici, on a le souffleur à l'envers, mais c'est une œuvre de Juan Muñoz, le sculpteur espagnol, où tu vois un souffleur dans sa cabine, et tu vois la scène, mais tu le vois du dos. Donc, j'ai utilisé cette image de Muñoz et l'image de l'autre pour faire comme un bout. Et entre ça, il y a les livres. Le livre aussi, après l'introduction, tu vois, il y a toujours une image en grand sur la page de droite.
Tu vois, toujours il y a une page de droite qui est, souvent il faut le tourner avec un petit texte qui explique l'image. Ici à gauche, il y a tous les textes, toutes les références. Et c'est un peu, je ne sais pas que je pourrais dire à la Deleuze, comme un rhizome. C'est pas linéaire. C'est un peu chronologique, mais c'est pas linéaire. On saute un peu de l'un à l'autre. Il faut voir ça. Tu peux bien parler de l'art et théâtre et l'influence, mais c'est pas toujours très clair non plus. Donc on suit une piste, on s'arrête et on prend une autre piste. Dans le livre, il y a deux moments qu'on fait des insertions. Je ne sais pas si c'est un bon mot. C'est comme des cahiers. C'est comme un moment d'arrêt dans le livre. Je vais vous montrer. Parce qu'on avait un problème. Il y avait plusieurs commissaires. Et un commissaire voulait qu'il n'y avait pas de texte. Et un autre commissaire, le Blisten, voulait faire vraiment de temps en temps des textes explicatifs. Et on est en train de discuter. Moi, je suis là avec eux. Et je dis, bon, il faut créer un moment d'arrêt. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la page, j'ai comme mis un double page dans le livre qui cache le reste du livre, mais disons, le livre continue. Et dans ce moment d'arrêt, j'ai mis les textes du commissaire. Et si tu continues, tu vois, c'est l'image qui était ici derrière. Donc, on arrêtait les livres comme un freeze, non? En temps, tu lis le texte, et tu peux continuer à lire le livre. Donc, c'était une manière que tout le monde a acceptée à la fin de l'histoire pour couper, mais c'était comme un moment d'arrêt, que le livre s'arrête et tu peux mettre ton texte. Donc, le livre n'était pas dans la continuité directe du texte. Ça, c'est un. Et il y a aussi des inserts quand il y a un thème plus complexe qu'on ne peut pas traiter dans une image. On avait mis un fond gris. Et sur ce fond gris, tu vois, c'est tout en gris, mais je ne sais pas si ça se voit bien. Hein. Sur ce fond gris, on a parlé d'un thème spécifique qui était très important de développer avec plus d'images, avec plus de texte. Et voilà, on est de nouveau dans un arrêt, l'arrêt, et on reprend le livre qui bouge. C'est un livre très dense, avec plein de matériel, et qui a été fait en 4 versions, donc 4 versions de langue. Et il faut savoir, quand on vous demande, et surtout quand on travaille en Belgique, il y a toujours plusieurs langues, on demande de faire un design où c'est simplement la plaque du noir qui va changer. Donc ça veut dire que les images ne peuvent pas bouger. Donc il faut tenir en compte quand tu mets un texte dans une langue, par exemple en anglais, et tu vas vers la version française, qu'en français, le texte est plus long. Donc il faut déjà penser comment tu vas le faire, parce que ça ne peut pas bouger. Et tu peux, par exemple, pas mettre un texte sur une photo, parce que les photos sont en 4 couleurs, donc ça ne va pas, ça ne cloche pas. Donc c'est des choses à tenir en compte. C'est une complexité. Pardon. Ici, à la fin du livre, on a changé de couleur. On a fait un glossaire qui était expliqué tous les termes, happening, performance, donné comme un cadre pour ça. Et une chronologie, parce que le livre n'est pas vraiment chronologique, mais quand même essayer de faire une chronologie pour savoir un peu, bon, Tristan Sands, c'est dans, Artaud, c'est à ce moment-là, Brotas, c'est à ce moment-là. J'aimerais bien vous montrer aussi celui-là. C'est un livre qui... ce sont 2 livres, mais on va commencer avec un. C'est un livre pour le photographe Dirk Brackman. Je ne sais pas si vous connaissez, il vit à Gand. Il a fait la Biennale de Venise pour les Belges, pour les Flamands plutôt. Je vois qu'il manque une partie, mais ce n'est pas grave. Il venait chez moi parce que l'éditeur, c'était Ludion à Gand à ce moment-là, il voulait faire un livre avec lui à cause d'une exposition, je ne sais plus où. Il voulait faire un livre sur sa carrière de photographe, mais lui ne se sentait pas à l'aise avec ça. Et donc, moi, j'ai étudié avec lui. On était dans la même classe de théorie, comme vous, avec des gens de l'art ou de la photographie, donc je le connaissais assez bien. Et on a cherché, il dit, oublie tout ça, on va faire ce que tu fais maintenant, on va faire une coupe dans le travail que tu fais maintenant, et on monte ces photos-là. Et oublie la chose de rétrospective, tu es encore trop jeune pour faire la rétrospective. On va essayer de défendre ça. Donc Dirk, il faut savoir qu'il fait des photos qui sont des objets pour mettre dans un musée, ce sont des photos d'art, utilise le médium photographie, mais c'est un artiste. Et c'est des photos qui ne sont pas faites, pas au premier degré, pour mettre dans un livre. Ce n'est pas comme un photographe de Magnum, comme Karl de Keyser, qui fait des photos pour publier dans des magazines, des journaux, et après, ils ont fait un livre aussi. Mais c'est quand même une position assez différente. Donc, ce qu'on a fait, moi, j'ai pris les photos de Dirk, on a mesuré, je dis, voilà, on va faire des pleins pages, et moi, mon format du livre, ma proportion va être la même de tes photos, pour ne pas couper dans la photo. La seule chose, si tu mets un horizontal comme ça, quand tu travailles en vertical, par exemple,
Ici, c'est pas la même proportion. Donc on a dit, ben, on met ici au milieu, on met une bande noire. Parce qu'on ne voulait pas voir le blanc dans le livre. On dit c'est la photo, on ne veut pas voir du blanc. On veut que voir la photo du livre. Et même les premières photos, parce qu'on ne voulait quand même pas mettre du texte sur ces photos, il les a fait pour le livre. En sachant très bien que c'est des pages de garde, il a dit, ben, je vais faire les photos pour ton livre et pour notre livre, et comme ça, on pourrait mettre du texte dessus. Donc on a le titre, on a le nom de Dirk Brackmann, et ça commence. Qu'est-ce que c'était le problème? Il y a des photos qui sont très bien à double page, tous, mais on voulait quand même mettre un peu plus de photos et les mettre un vis-à-vis de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on ne peut pas quand même tout le temps bouger les livres, on va chercher un moment où on change de deux, mais que c'est très clair, que c'est une photo que tu peux lire, qui n'est pas comme ça ou comme ça, qui n'est pas abstraite. Et à partir d'ici, on change... Attends, non, j'ai dit une bêtise, c'est plutôt ici. Non, c'est plus loin, excusez-moi. Ah si. Et d'ici, tu tournes le livre et tu continues comme ça. Donc, tu n'as pas tout le temps de changer. Et on a commencé avec une image qui est lisible. Et on va aussi terminer avec une image lisible quand on veut retourner dans l'ordre du livre à double page. Voilà, c'est là avec la femme. Paf, et tu retournes dans le livre dans le format idéal. Dans ce livre, il n'y a pas de couleur, c'est tout du noir et blanc. La seule chose, on voulait quand même... Il faut savoir que, si tu regardes ces photos, dire qu'il opère beaucoup dans des hôtels de mauvaise qualité, presque des bordels. Des bordels. Et on a dit, bon, on va utiliser un faux cuir, comme on utilise dans des fauteuils cheap, des choses qui ne coûtent pas très cher. Et on va mettre pas les tissus, on va faire un estampe en blanco. Et, bon, il n'y a pas de photo, donc l'éditeur dit, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas publier ce livre. Moi, je veux une photo sur la couverture. On dit non, on ne veut pas parce que ça, c'est les livres. Et on veut qu'il y ait cette matérialité. Quand tu ouvres le livre, chaque fois, quand tu regardes une photo, il y a un petit peu bord vert que tu peux suivre. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'on a dit? On va faire une bande autour du livre avec une photo. Et avec un petit texte derrière, mais on va la coller, donc tu ne peux pas la quitter, il faut le rompre. Et c'est ça, plein de gens l'ont gardé, ils l'ont mis ici. Et à la fin de l'histoire, l'éditeur a accepté parce qu'il avait sa photo et nous, on avait notre couverture qu'on voulait. Et les gens, ce qu'on n'avait pas prévu, donc ils coupaient la bande, mais ils la prenaient soin, ils la mettaient ici. Ce qui n'est pas grave, hein, mais nous, on avait ce qu'on voulait. Donc des fois, il y a des discussions avec des éditeurs qu'on veut obtenir le projet qu'on aime bien avec l'artiste, mais des fois, il faut chercher des compromis que tous les deux peuvent être contents. Après celui-là qui était un vrai succès, on a dit, bon, on va faire un deuxième, même système de photos, il a fait les pages de garde, donc, mais il était plus content avec la bande, l'éditeur, il ne voulait plus la bande, il voulait une photo en plein page. Ben, ce qu'on a fait, on a dit, ben voilà, on te donne la plein page et on va le mettre en plastique. Donc, dès qu'on quitte le plastique, et l'éditeur était d'accord, parce que les gens qui achètent un livre en plastique, ben, une fois qu'on l'a acheté, on quitte le plastique, on n'a rien à foutre s'il le garde ou pas. Et cette fois-ci, je vois que Michel l'a gardé. Donc, c'est des fois des trucs pour... Alors, je n'ai pas montré ça. Le texte des deux livres vient à la fin, bien sûr. Et on a aussi changé la direction de lecture pour ne pas interférer avec la lecture des images, et sur un papier complètement différent, un papier blanc cassé. Et c'est un texte qui explique un peu, il y a quelques photos de référence. Et à la fin, il y a aussi un index, disons, et l'index, c'est toutes les photos de Dirk, parce qu'on n'a pas de titre. Et ici, voilà, tu as l'index avec toutes les photos. Comme un catalogue raisonné. Voilà, un petit catalogue, tu peux voir, voilà, celui-là s'appelle comme ça, il est de cette année-là. Donc, c'est comme un index des photos pour ne pas mettre des titres avec les photos. Donc, c'est comme, pour moi, cette partie derrière, c'est comme un appendix, on dit ça, appendix, ou un addendum, qui est presque en dehors du livre. Et c'est aussi le seul moment qu'il y a le blanc qui entre dans le livre. Tu me dis quand je dois arrêter. Hein. Ça, c'est un livre que j'ai fait avec une artiste française qui s'appelle Dominique Gonzalez-Fuster. Elle avait une exposition au The Art Foundation in New York,
Et le The Art Foundation était fermé, et au moment qu'il était fermé, ils avaient pris le Hispanic Society, qui est un bâtiment à New York, donc ils pouvaient faire des choses là-bas. Et la commissaire, c'était Lynn Cook, avec qui j'avais travaillé avant. Elle me demande de faire ce livre, donc je vais aller les voir à Paris. Elle vivait peut-être encore à Paris. Et c'était un projet assez intéressant. Elle avait fait des dioramas. Donc, je ne sais pas, quelqu'un de vous a été à Tervuren, avant qu'on a fait la réforme, il y avait plein de dioramas où tu voyais des animaux dans leur contexte, de la steppe, de la montagne, de je ne sais pas quoi. Et donc, ce qu'elle a fait, elle a des dioramas, mais elle a fait des dioramas avec des livres. Et elle a créé 3 dioramas. Un, comme tu vois, c'est sous la mer. Un autre qui est le jungle. Et un qui était la steppe. Et c'était ces 3 dioramas. Et c'est pour ça qu'on a fait 3 livres. J'en ai qu'amené 2. Les 3 livres sont identiques, seulement ils commencent et terminent différemment. Parce que chez l'un, c'est le jungle qui est sur la couverture. Sur les gardes, il y a l'eau devant. Et les gardes derrière, il y a la steppe. Donc, ils ont chaque fois les 3, mais ça change de position. Dans celui-là, c'est l'eau qui est devant, c'est la steppe qui est comme premier, et c'est le jungle. Et le troisième, c'est la steppe sur la couverture. Et comme ça. Donc, les 3 ensemble font les 3 dioramas chaque fois. Mais le livre est le même. Le side effect, si je peux dire comme ça fait qu'il y a des gens qui ont compris 3 volumes, qui ont acheté 3 pour avoir cette idée complète du livre. C'était pas bien sûr pas la première idée, mais c'est un spin-off qui est assez intéressant. Donc ce livre commence avec une page de garde et elle m'avait demandé, elle avait un site web où il y avait comme un scroll très large sur ce site web où elle mixe des photos, des textes. Elle a dit comment on peut trouver un équivalent dans le livre. Ben, je dis peut-être que la reliure japonaise peut nous aider. Donc on tourne le livre. On a fait une reliure japonaise, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça veut dire qu'ici, ça ne s'ouvre pas, mais c'est collé ici, au dos. Donc c'est comme un loop qui continue. Donc tu peux imprimer et ça dépasse la page. Donc il y a comme une continuité, tu vois, l'image ici continue ici. Et pour moi, c'était presque un équivalent de sa page web. Donc on a fait un développement et on a pris une partie de la page et on l'a laissé couler. Et donc, il y a je ne sais pas combien, 40, 60 pages d'images de sa page web qui vont dans cette. Et ils sont aussi organisés suivant le désert, l'eau et le. Moi, je cherche toujours dans ce qu'il y a pour adapter. Je trouve ça, c'est pas du plagiat, mais c'est utiliser des systèmes de livres. C'est le même, par exemple, quand j'ai fait ce livre de Rodney Graham, ça s'appelle un livre Upside Down. Attends, on voit, oui, c'est ça. Et c'est un livre qui a 2 thèmes, et pour entrer de 2 fois, ben, on fait ça, c'est un upside down. Donc un entre de ce côté-là et de l'autre, on rentre de ce côté-là. C'est un système qui existe depuis des centaines d'années, hein, c'est rien de nouveau. Et le design de cette couverture, c'est une copie du cahier du cinéma des années 70. C'est l'artiste qui m'a demandé de faire ça. Il a dit, il donne toujours des petites indications. Il dit, voilà, j'aimerais bien partir du design des couvertures du cahier du cinéma, et pour le reste, il me laisse faire. Donc on a le scroll, que je ne vais pas tout montrer, c'est jusqu'à la fin. Ici, ça arrête. Ici, on rentre de nouveau dans le système du livre, et à partir d'ici, le livre est cousu de nouveau. C'était un peu complexe au niveau reliure, mais bon, ils ont pu le faire. Donc il y a des différents textes, je ne vais pas arrêter les textes. Ici, il y a un texte qui a aussi des commentaires dans la marge. Et les commentaires sont identifiés avec des signes qui viennent des cartes topographiques. Parce qu'on avait besoin de beaucoup de différents. Et on a utilisé les cartes topographiques pour faire des références. Donc il y a chaque fois dans le texte, une signe qui fait référence à la marge. Il y avait d'autres textes. Il y avait un texte d'un écrivain. Ici, c'est un insert, j'appelle ça. C'est comme un moment d'arrêt. Et c'est un livre qu'elle a filmé, qu'elle a laissé tomber dans une piscine. Donc, il se mouille complètement, il va à fond de l'eau. Ici, il y a un texte d'Enrico Villamates, qui est un texte autonome, tu vois, plutôt mis en page comme un texte d'un roman. Et à la fin, elle avait fait une murale dans l'exposition, je ne sais pas si ça se voit, un mural très grand dont j'ai mis la photo, mais on ne pouvait pas très bien lire sur la photo. Donc, j'ai repris le mural en typographie aussi.
qu'on pouvait lire. Donc, tu as la photo, et ici, tu l'as, mais vraiment, bon, il faut regarder près, mais tu peux tout lire. Donc, on l'a récomposé, ce mural. Traitement graphique de l'information. Un peu. Et ça, c'est des détails du mural. C'est une sélection que l'artiste a fait. De nouveau, on tourne le livre et on est de nouveau dans une autre lecture. Comme ça, jusqu'à la fin, où on retombe sur la page de garde et on sort du livre. C'est un système un peu français que de temps en temps j'utilise. C'est on met la table de matière sur le dos du livre. Comme ça, on n'a pas besoin d'un texte derrière, tu as déjà une idée de ce qu'il y a dans le livre. Les vignettes aussi, c'est un système, parce que moi, j'aime pas trop de mettre des textes sur les images, mais la vignette, c'est comme un système élégant, classique, pour mettre des titres sur une couverture. Mais qui n'est pas collé. Hein. C'est pas collé. On aurait peut-être bien voulu, mais on n'a pas collé. 10 minutes. 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a encore? Peut-être celui-là. Ça, c'est un livre que j'ai fait il y a 2 ans. On va faire un petit saut dans le temps. C'est une artiste que je ne connais pas, mais je travaille souvent pour une maison d'édition à New York qui est basée à Brooklyn. C'est les anciens chefs de publication de la The Art Foundation qui ont fondé une maison d'édition. Ce sont deux filles et ils travaillent presque exclusivement avec des artistes féminins, mais ils m'appellent souvent pour faire des projets. Ça, c'est un que j'ai fait avec Julie Christensen, qui travaille pour la NASA. Comme artiste, elle a été invitée de travailler avec la NASA sur un nouveau projet. Et donc, ils ont découvert une planète qui s'appelle Approxima B. C'est une planète qui se ressemble beaucoup à la Terre. Ils veulent envoyer un shuttle là-bas, et pas avec des gens dedans, mais je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Oui, qui veulent lancer, mais le voyage, ça va durer 60 ans. Donc, ils ont monté toute une équipe de savants, mais aussi d'artistes, philosophes, pour penser sur l'idée. Parce qu'il faut savoir, par exemple, le Voyager qui a été à Mars, il a une technologie à bord qui est moins que ton téléphone mobile. Parce que le moment qu'on l'a lancé, c'était le mieux qu'on avait, et maintenant c'est obsolète presque. Donc, ils veulent penser presque comme la navette des Argonautes, qui, en voyageant, se transforme. Donc, bon, ils ont fait toute une équipe sur ça. Et elle a fait un livre un peu sur son travail. Ce qui est important, que ce livre a 3 chapitres qui, de 4 différentes manières, parlent du temps et de l'espace. Par exemple, le premier chapitre s'appelle Technology Time, donc le temps que dure une technologie. Elle a fait tout un travail sur les cassettes, sur les disques, comme c'est très vite, ça change et que c'est obsolète, qu'on ne peut plus l'utiliser. Elle a travaillé en Inde sur les waste fabrics, donc les fabriques où toute l'Europe, tous les Américains envoient toutes leurs vieux machines pour être décomposées. Elle a travaillé aussi sur les poubelles de ça. Un autre thème, c'est lifetime, donc c'est le temps d'une personne, le temps que nous on vit. Le 3e temps, c'est the institution time, des bâtiments, les institutions ont aussi une date que ça termine. Et space time, ça fait référence au projet qu'elle est en train de faire maintenant. Ça veut dire que l'espace de 60 ans pour voyager, c'est de nouveau un autre espace. Et il m'avait demandé d'essayer dans le livre d'articuler ça. C'est un peu complexe, hein, mais je vais vous expliquer. Tu vois, il y a des petits points. Je ne sais pas si tu vois ça. Oui, on le devine. Oui. Donc, chaque chapitre commence avec des petits points, donc un texte avec des petits points. Attends. Et chaque fois qu'on change de ton, moi, je fais plus large les points. Donc, et d'où je sors ça, ces petits points, Céline? J'ai à la maison un livre, je ne sais pas si c'est un original, mais j'ai quand même un livre à la maison de Balzac. Et Balzac a fait un texte qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. Et dans ce texte, il commence avec une citation qui est « à un lord » avec 5 lignes ou 4 lignes de points. Et il met la date 1845. Mais ce livre est publié 5 ans avant. Donc il fait référence déjà au futur. Et ça m'est toujours resté dans la tête, ces petits points de Balzac. Ça fait des années que j'ai ça. Hein, et tout à coup, je pensais peut-être
parce que lui, il faisait déjà référence au futur. Moi, je vais prendre ça aussi. Donc, c'est une citation, mais dans cette citation, il fait déjà une projection dans le temps. Il dit, je vais amplifier ça et je vais faire bouger les points. Donc, ça, c'est une manière que j'ai introduit. C'est très facile, hein, tu vois les points, c'est rien de spécial. Et au deuxième chapitre, ils sont un peu plus loin. Et j'ai adapté pour accélérer encore, parce qu'une fois qu'on rentre dans le space-time, ça accélère beaucoup, ça va très vite. Et ce que j'ai fait bouger les marges de la page. Attends, j'ai un dessin qui montre ça un peu. Je sais pas. Oui, pardon. On voit un peu. Donc, ici, c'est le premier texte, à droite. J'ai bougé un petit peu le deuxième texte, il fait un peu plus petit. Le troisième et le quatrième. Et là, on va rentrer dans le space-time, il y a une accélération. Et j'utilise le canon de Villard, que j'avais déjà parlé avant. Le canon de Villard, si tu le vois ici, c'est une manière de faire une répartition entre les marges classiques. Ça vient des premiers livres, hein, ça vient des livres médiévaux, 13e, 15e siècle. Et tu peux le faire sans règles, sans rien du tout. Donc, tu fais les diagonales, tu fais une ligne qui va en haut et qui descend en centre ici. Et ce point-là, c'est lui qui définit la portion de la page. C'est quelque chose que j'utilise très souvent dans mes livres. Quand je commence un livre, je ne sais pas quoi faire. C'est comme presque un rituel. Je fais le canon de Villard, et je commence à travailler, et després, je fais plus large ma colonne, et ça commence à changer. Et j'ai dit, le mouvement qu'on va faire, je vais aller du canon de Villard, et je vais l'appliquer aussi, comme lui, il a fait, sur un livre du XVe siècle qui était des prières. Tu vois, il y a la marge très grande et un petit bloc de texte. Donc, les pages du quatrième texte, ils vont sur la ligne de Villard. J'ai donc fait un diagramme pour toutes les pages. Et il va d'une pleine page normale à une petite page. Donc, il y a une accélération, mais utilisant des systèmes du XVe siècle. Donc, moi, j'aime beaucoup faire des références. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu ça. Il ne faut pas savoir non plus. Donc, tu regardes le livre et tu vas voir, les marges vont commencer à bouger. Attends. Dans ce texte, tu vois, il commence à être plus grand, plus grand, plus grand. C'était un travail, hein, parce qu'il fallait calculer que le texte arrive à la fin. J'avais autant de pages, donc il fallait calculer pour y arriver. Donc, et à la fin, voilà, ici, il est dans le canon de Villard. Donc, il y a un bougement. Les gens le notent, ils ne doivent pas savoir le canon de Villard, mais pour moi, ça m'aide. Sinon, comment je vais définir ça? Et moi, j'aime, dans un livre du futur, de faire référence au système classique. Et l'artiste aimait beaucoup ça, donc on a pu développer, parce que ça peut que l'artiste dise, je ne veux pas de ça, hein, et bon, je cherche d'autres moyens, il faut recommencer à travailler. Et ça, c'est un livre où les images sont hors texte. Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, c'est un concept qui a été utilisé au début du XXe siècle, hein. À Gallimard, par exemple, tu vois bien des livres de texte qui sont sur un papier de texte et que les images sont sur un papier couché. Et ils ne sont pas numérotés, ils ne comptent pas dans la numérotée du texte. Donc ça veut dire qu'ils sont hors texte. Et pourquoi? Parce que des images, ça ne s'imprime pas très bien sur du papier texte. Donc ils les imprimaient tout ensemble et après ils les collaient ou ils les mettaient dans la reliure chaque 16 pages ou quelque chose comme ça. Et ici on a fait la même chose, donc c'est un papier d'édition, papier de texte, et ça c'est un papier couché, brillant. Donc on met entre un cahier, au milieu du cahier, on met 4 images pour le faire. Et encore une autre chose dans ce livre, donc il y a 4 textes, et ces 4 textes sont entrecoupés de 5 conversations avec des gens qui parlent du thème. Et donc tu vois, on a utilisé 2 colonnes pour différencier totalement, donc tu vois, et on a introduit une couleur, c'est du rouge. Et dans les différents textes, il y a un glissement du rouge qui va au bleu et qui va au vert. Donc au début, c'est du rouge, et à la fin, parce qu'elle voulait aussi faire montrer ce bougement, changement de space-time, mais dans la couleur. Donc, mais c'est aussi quelque chose que tu peux seulement voir un peu par hasard, avec tout. Mais c'est gai quand tu travailles, pas seulement gai, ça aide pour articuler des choses. Donc, mais bon, toujours en collaboration. Je n'ai pas été avec elle parce qu'il y avait le Covid, donc on a fait tout par Skype. On en a passé des heures en parlant, donc moi j'envoyais des PDF, ils imprimaient là-bas, et dans la maison d'édition, on se mettait ensemble à 4 et on parlait de tout ça. Il y a des milliers de mails et tout ça avant que tu arrives à tout ça, bien sûr.